On me demande souvent si je vais parler des différents cuirassés sud-américains. Le problème avec cela, c'est qu'à la différence d'un cuirassé britannique ou allemand, où le fait que les nations concernées étaient engagées dans une course aux armements générale allait de soi, les cuirassés sud-américains faisaient partie d'une course aux armements contre des navires très spécifiques. Ainsi, toute analyse de l'un d'entre eux impliquerait beaucoup d'informations sur les autres pour donner le contexte, ce qui rendrait le contenu des trois vidéos très similaire. Donc, à la place, nous allons examiner ici la course aux dreadnoughts sud-américains et les navires impliqués dans un format beaucoup plus détaillé. La course aux armements sud-américains était quelque peu unique. Dans les autres grandes courses aux armements de l'époque, les nations impliquées, à l'exception notable du Japon au début, étaient parfaitement capables de construire leurs propres cuirassés et d'utiliser leurs propres chantiers navals pour constituer leur flotte, avec parfois l'achat occasionnel à une autre grande puissance navale. Cependant, les pays d'Amérique du Sud n'étaient pas assez avancés technologiquement pour construire les cuirassés modernes, réalisations d'ingénierie les plus complexes de leur temps. En partie, cela était simplement dû à l'absence de besoin d'une telle industrie. Comme expliqué dans d'autres vidéos, la construction des cuirassés exigeait des industries spécialisées pour canons et blindages, impossibles à maintenir avec des commandes rares tous les quelques décennies. Mais ce qu'ils avaient, c'était de l'argent. Car à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les trois plus grandes puissances d'Amérique du Sud, le Chili, l'Argentine et le Brésil, possédaient des ressources naturelles difficiles à obtenir ailleurs et impossibles à trouver en grande quantité ailleurs, donc la vente de ces matériaux leur rapportait beaucoup d'argent. Et comme c'est pratiquement toujours le cas avec des pays sud-américains ayant quelques rancunes à régler, ils ont immédiatement décidé de se menacer mutuellement, utilisant une grande partie de cet argent pour commencer une sorte de duel à la mexicaine, un peu compliqué géographiquement, avec leurs marines respectives. Gardez à l'esprit que le continent sortait d'une guerre entre la Bolivie, le Pérou et le Chili, précédée de nombreux conflits entre pays, encore marquants, surtout pour le contrôle des ressources naturelles. L'Argentine et le Chili menaient leur propre course aux armements dans les années 1880 et 1890. Ils commandaient une série de petits cuirassés et de croiseurs protégés et cuirassés étonnamment puissants, mais tout cela était censé avoir pris fin. En 1902, ironiquement, le gouvernement britannique, ayant noté la tension croissante entre les deux pays, avait conclu divers accords commerciaux utiles avec eux. Pour éviter que leurs importations de céréales argentines et de nitrates chiliens ne soient imperturbées, les Britanniques sont intervenus et ont négocié un traité, similaire à une version réduite du traité naval de Washington 20 ans plus tard. Amusant, certaines parties du traité étaient inapplicables car leurs navires étaient si avancés que les industries nationales n'avaient pas de grues assez puissantes pour soulever les tourelles, comme l'exigeaient les clauses de désarmement. Le Brésil profitait de la vente de café et de caoutchouc et sortait d'une période d'instabilité après la chute de la monarchie. Craignant désormais que, même partiellement désarmés, leurs deux plus grands rivaux soient désormais bien plus puissants qu'eux, les Brésiliens relancèrent rapidement toute la course, seulement 2 ans après qu'on ait cru l'affaire réglée, en adoptant un vaste programme d'acquisition navale. Bien que, comme d'habitude, après s'être tous mis d'accord sur le fait qu'il fallait acheter des navires de guerre, les politiciens passèrent ensuite les 2 années suivantes à se disputer sur les navires de guerre précis à acheter. Bien que les Britanniques auraient perdu gros si cette politique était annulée, puisque la commande pour ce qui équivalait pratiquement à toute une marine de taille moyenne irait presque certainement au chantier naval britannique, ils étaient parfaitement conscients que cette commande ferait voler en éclats le traité qu'ils venaient tout juste d'aider à élaborer, et ils tentèrent donc de persuader les Brésiliens de ne pas aller jusqu'au bout. Mais cela ne les intéressait pas, et 3 petits cuirassés furent bientôt construits. Comme dans de nombreuses histoires du XXe siècle et navales, le His Majesty Ship Dreadnought fut construit. Cela mit tout à l'arrêt car il était évident que les navires nouvellement commandés seraient complètement obsolètes au moment où ils seraient effectivement construits. La commande fut vite modifiée pour donner une version finale avec 3 cuirassés Dreadnought, dont un construit après les 2 premiers, 3 croiseurs éclaireurs, 15 destroyers, 3 sous-marins et 2 navires de soutien aux sous-marins. Certains éléments furent ensuite limités, mais la principale évolution porta sur le type de cuirassé, financé en supprimant une ancienne exigence sur les croiseurs cuirassés.
Les 3 petits pré-dreadnoughts furent démantelés sur cale et la construction de la classe Minas Gerais commença. Cette classe placerait temporairement le Brésil au sommet de la hiérarchie navale. Seules 2 autres puissances navales construisaient de tels navires, les Britanniques avec le Dreadnought et la classe Bellerophon modifiée, et les États-Unis avec la classe South Carolina. Le Brésil devancerait des puissances majeures comme la France, l'Allemagne, la Russie et le Japon en possédant un tel navire de guerre, et les navires eux-mêmes étaient plus puissants que ceux des Américains ou des Britanniques. Affichant plus de 19 000 tonnes en charge normale, chaque navire dépassait le Dreadnought ou la South Carolina, atteignait 21 nœuds et embarquait 12 canons principaux de 12 pouces répartis dans 6 tourelles doubles, 2 à l'avant, 2 à l'arrière et une de chaque côté en latéral décalé. Cela permettait une bordée de 10 canons, soit 2 de plus que les navires britanniques et américains, ainsi qu'une salve théorique de 8 canons vers l'avant ou l'arrière, soit le double de celle des navires américains et un tiers de plus que celle des britanniques. Une batterie secondaire de 22 canons de 120 mm en casemate et 8 canons de 47 mm complétait la puissance de feu du navire, sans tube lance-torpille. La seule faiblesse de la conception était le blindage de ceinture de 9 pouces, étendu mais plus léger que celui des navires britanniques et américains. Ces navires bis-imétium étaient si puissants que beaucoup ont pensé à une arnaque, doutant de leur utilité pour le Brésil. Les journaux américains, britanniques et allemands ont accusé presque tout le monde d'utiliser les Brésiliens comme prétexte pour construire des navires très puissants sans alerter leurs rivaux. Les accusés incluaient les gouvernements américains, britanniques, allemands et japonais. Bien que je sois sûr que les Français et les Russes se soient probablement sentis vexés d'être exclus de la prétendue conspiration, je suis également assez certain qu'un certain nombre de gouvernements étaient très perplexes d'être accusés par leurs propres médias de faire partie d'une conspiration dont ils savaient qu'ils ne faisaient pas partie, mais ils étaient vaguement inquiets que quelqu'un d'autre puisse en organiser une. Après un article de journal affirmant que la main machiavélique de l'amirauté britannique était soupçonnée, certains amiraux britanniques très perplexes ont dû expliquer au Parlement et au grand public que, bien que la Royal Navy veuille beaucoup de cuirassés avancés, ils en construisaient déjà un grand nombre, et ce, de manière très publique, alors est-ce que les gens pouvaient les laisser tranquilles et les laisser retourner à leur véritable travail, qui était de construire ouvertement la marine la plus puissante du monde, au lieu de prétendre qu'ils essayaient de le faire en secret? L'Argentine fut le premier pays sud-américain à réagir, craignant qu'un seul cuirassé brésilien puisse anéantir les flottes argentines et chiliennes. Malgré la récente course aux armements, elle ne se faisait aucune illusion sur l'issue si le Brésil prenait l'avantage. À la place, ils ont proposé que, pour maintenir l'équilibre des forces, les Brésiliens donnent l'un des 2 dreadnoughts à l'Argentine. Tout le monde, surtout les Chiliens, savait que cela placerait le Chili dans une situation très défavorable. Si le Brésil refusait, l'Argentine menacerait d'envahir avant la fin des navires. Malheureusement pour eux, tout le plan a fuité dans la presse et les citoyens argentins, qui n'avaient pas été consultés, n'étaient pas enthousiastes à envahir un voisin à la dernière minute, forçant le gouvernement à démissionner. Le problème a persisté malgré le changement de politiciens, des différends frontaliers et la propagande menant à un nouveau plan soutenu par le public. Construire 3 cuirassés de type Dreadnought eux-mêmes. Contrairement aux Brésiliens, la marine argentine pensait avoir un meilleur plan et a demandé des projets à pas moins de 15 chantiers navals différents provenant de 5 pays différents. Ensuite, en utilisant l'apparition du Super Dreadnought His Majesty's Ship Orion comme excuse, ils allaient rejeter toutes les offres à 2 reprises, à chaque fois en publiant un nouveau cahier des charges qui reprenait le meilleur des différents projets des chantiers navals dans différents domaines. Tous les chantiers navals impliqués étaient furieux que leurs secrets commerciaux aient été divulgués à tout le monde, bien que ce ne soit qu'après ne pas avoir obtenu le contrat. Pour tenter d'empêcher les autres puissances navales de lyncher le prochain Argentin qu'ils croiseraient, le gouvernement argentin a commandé un certain nombre de destroyers à pratiquement toutes les nations qu'ils avaient irritées, afin d'apaiser les tensions. Finalement, comme pour tant de contrats militaires dans l'histoire, la commande est revenue au moins 10 ans, et c'est la Fall River Ship and Engine Company aux États-Unis qui a obtenu le contrat.
Ils furent aussitôt accusés d'avoir sous-évalué leur offre pour gagner le contrat, et le président américain aggrava la situation en affirmant lors de l'État de l'Union que la commande résultait surtout du travail du département d'État et non d'une supériorité technique ou d'une meilleure adéquation, une situation courante dans l'approvisionnement militaire depuis. La commande initiale portait sur 2 unités, avec une option pour une troisième si les Brésiliens allèrent de l'avant avec leur propre troisième navire. La classe Rivadavia, qui en résulta était sensiblement plus grande que les navires brésiliens, c'est avec un déplacement de 27 500 tonnes standard et plus de 30 000 tonnes à pleine charge, ils embarquaient un armement similaire de canons de 12 pouces disposés comme chez leurs rivaux. Grâce à la taille du navire, les tourelles latérales pouvaient tirer à travers le navire sous certains angles, permettant une bordée de 12 canons. Avec une vitesse de 22,5 nœuds, ils étaient un peu plus rapides, et leur ceinture blindée de 12 pouces rivalisait avec les autres dreadnoughts de l'époque. Leur batterie secondaire comprenait 12 canons de 6 pouces en casemate et 16 canons de 4 pouces répartis en affûts ouverts sur le navire. Il y avait aussi une paire de tubes lance-torpilles. L'Argentine avait donc pris une nette avance dans la course aux armements navals, ces 2 navires étant supérieurs à la classe Minas Gerais, à moins que le Brésil ne commande un troisième navire. Bien que plus puissants, ces navires ont été construits 4 ans après ceux du Brésil, alors que la plupart des grandes puissances navales avaient déjà des dreadnoughts et que Britanniques, Allemands et Américains en construisaient d'autres aussi, voire plus avancés. Leur impact mondial fut donc limité. Malgré le séisme de 1906 et l'effondrement du marché du nitrate en 1907, les Chiliens refusaient de rester en bas de l'échelle. Dans le contexte dynamique de la construction de cuirassés avant la Première Guerre mondiale, être les derniers présentait certains avantages. Bien que des offres aient été sollicitées auprès de plusieurs nations, ce qui a entraîné les visites de la United States Ship Delaware et du Seiner Majesté Schiff von der Tann, ainsi que d'une escadre de croiseurs cuirassés britanniques, dans le cadre des efforts de promotion des différentes nations, étant donné l'alliance semi-officielle de près d'un siècle que le Chili entretenait avec l'Empire britannique, il n'a surpris absolument personne qu'une entreprise britannique ait été choisie en 1911 pour construire la paire de dreadnoughts chiliens. Cependant, les Brésiliens n'étaient pas restés inactifs. Pour éviter que leur marine ne soit dépassée par les navires argentins, ils commandèrent le Rio de Janeiro en 1910, initialement prévu avec un déplacement de 32 000 tonnes et des canons de 14 pouces. Cependant, la réalité économique a forcé une refonte, avec près de 4 000 tonnes retirées du navire et la batterie principale remplacée par 7 tourelles doubles équipées de canons de 12 pouces. Dans un exemple classique de tout ce que tu peux faire, je peux le faire mieux, les Chiliens ont préféré un design surpassant les dreadnoughts de première et deuxième génération voisins, optant pour des navires inspirés de la classe Orion britannique de super dreadnoughts. Bien qu'ils aient une ceinture plus légère, similaire à celle des navires brésiliens, 9 pouces, ces navires atteignaient près de 23 nœuds et étaient dotés de 10 canons principaux répartis dans 5 tourelles doubles, 2 à l'avant, 2 à l'arrière, une au centre, comme les super dreadnoughts britanniques de 13 pouces et demi. Cependant, ils ont choisi d'aller encore plus loin avec l'armement, optant pour des canons de 14 pouces, un calibre que curieusement les Britanniques n'ont jamais utilisé eux-mêmes à l'époque et qu'ils ne vendaient qu'à l'exportation. Les navires avaient une vitesse un peu supérieure et une batterie principale plus lourde que les navires argentins, ce qui explique sans doute leur blindage plus mince. La batterie secondaire comprenait 16 canons de 6 pouces en casemate, 2 canons anti-aériens de 3 pouces, 4 canons de salut et 4 tubes lance-torpilles. Le gouvernement brésilien, à court d'argent, a vendu le Rio de Janeiro à l'Empire ottoman. La réaction des autres marines d'Amérique du Sud fut une sorte de stupéfaction, et aucune d'entre elles n'a même essayé d'imiter les 3 plus grandes marines. Cependant, pour être utiles aux pays qui les avaient payés, les navires devaient atteindre ces pays. Les Brésiliens ont eu le plus de chance avec le Minas Gerais et le São Paulo, qui sont arrivés en 1910, la seule interruption ayant été une grève des ouvriers pendant la construction. Les efforts argentins furent moins fructueux. Le chantier naval, ayant proposé le prix le plus bas, a connu des retards et les 2 navires ont eu des problèmes de turbine lors des essais.
Une fois terminés, ils furent livrés en 1915. Le Riverdavia arriva sans incident en Argentine, mais le Moreno heurta une barge et s'échoua 2 fois lors de son premier voyage. Mais ce sont les navires chiliens qui ont eu le voyage le plus difficile. L'almirante Lator a commencé sa construction, mais l'almirante Cochrane a été retardée, ironiquement parce que le Rio de Janeiro occupait la cale sur laquelle il devait être construit. Bien que le Lator ait été lancé en 1913, la Première Guerre mondiale a éclaté l'année suivante et les travaux ont été arrêtés sur les 2 navires chiliens. Le Rio de Janeiro fut saisi par les Britanniques, mais les 2 navires chiliens furent achetés car le Chili était vu comme un pays ami. L'almirante Latorre fut renommée His Majesty's Ship Canada et terminée en 1915. Elle servit dans la Grand Fleet et combattit à la bataille du Jutland, devenant ainsi le seul dreadnought sud-américain à participer à une véritable bataille navale. En 1918, la coque inachevée de l'almirante Cochrane a commencé sa conversion en porte-avions His Majesty's Ship Eagle. Après la Première Guerre mondiale, les Chiliens voulaient récupérer leur cuirassé et que l'almirante Cochrane soit terminée comme cuirassé. Bien que les Britanniques aient été heureux d'organiser le retour de l'almirante Lator dans sa nation d'origine, le coût de la reconversion de l'autre coque en cuirassé était supérieur à ce qu'ils auraient pu gagner en la vendant. Rappelez-vous, les Britanniques avaient en fait payé pour les navires. Donc, à la place, la conversion a continué et le His Majesty's Ship Eagle a finalement été achevé. Les 2 croiseurs de bataille de la classe Invincible furent proposés, mais un débat opposa le Chili sur l'achat de ces navires ou d'une combinaison sous-marins-avions. Le gouvernement chilien a finalement décidé de ne rien acheter. L'almirante Lator arriva au Chili en 1921, devint navire amiral et servit surtout lors de cérémonies jusqu'à une grande refonte au Royaume-Uni en 1929. À son retour, il se mutina brièvement après une baisse de salaire due à la Grande Dépression, mais cela ne dura que 5 jours. Elle fut placée en réserve peu après pour économiser de l'argent et les États-Unis proposèrent de l'acheter en 1942 afin de renforcer leur flotte après l'attaque de Pearl Harbor, mais cette offre fut refusée. Le navire reprit du service pour des patrouilles de neutralité et resta actif jusqu'en 1951 lorsqu'un accident en salle des machines le fit passer en réserve avant d'être désarmé et puis démoli à la fin des années 1950. Elle a en fait survécu à sa sœur, His Majesty's Ship Eagle, qui a été coulée en 1942 par 4 torpilles tirées par le sous-marin U-73 alors qu'elle escortait un convoi en Méditerranée. Les navires argentins passèrent la majeure partie des années 1920 en réserve en raison d'une dépression économique en Argentine, mais furent modernisés en 1924 avec un certain nombre d'améliorations mineures, la principale étant le passage du charbon au mazout. Dans les années 1930, ils firent plusieurs croisières d'entraînement et diplomatiques. Moreno participa à la revue navale de Spithead en 1937. L'Argentine étant neutre pendant la Seconde Guerre mondiale, ils furent pour la plupart inactifs et étaient immobiles en 1948, les 2 navires étant démolis à la fin des années 1950 pour financer l'achat d'un porte-avions. Les navires brésiliens imposaient de terribles conditions à leur équipage, et peu après l'arrivée, une grande partie de la flotte se mutina. Bien que les plus hauts niveaux du gouvernement aient été plus déterminés à mettre fin à la mutinerie par la force qu'à écouter les revendications, ils avaient donc plus de soutien au sein du gouvernement général, et la mutinerie s'est terminée relativement bien, avec une amnistie déclarée et une amélioration des conditions de travail. Les navires proposés à la Grande Flotte en 1917, lors de l'entrée en guerre du Brésil, ont été refusés par les Britanniques à cause de leur mauvais entretien. Modernisés en 1920 et 1921, les navires ont ensuite participé à des cérémonies et réprimé une révolte en 1922. En 1924, le São Paulo s'est de nouveau mutiné et a fui vers l'Uruguay, forçant le Minas Gerais à le poursuivre et le ramener. Le Minas Gerais sera modernisé dans les années 30, tandis que le São Paulo participera à la répression d'une rébellion en 1932. Lorsque son sister ship est sorti du chantier, le São Paulo était trop endommagé pour une réparation économique. Après l'entrée du Brésil dans la Seconde Guerre mondiale, les 2 navires ont servi de navires de garde, puis ont été désarmés après la guerre. Le São Paulo a été envoyé à la casse en 1951, mais a disparu dans l'Atlantique Nord pendant une forte tempête.
Le Minas Gerais a en fait atteint la casse, sans disparaître en 1954. Il y a une note de bas de page. Après avoir vendu le Rio de Janeiro, le gouvernement brésilien a voulu construire un nouveau navire, le Riachuelo, choisissant un design proche des cuirassés Queen Elizabeth et Revenge. Ce navire de guerre aurait été le plus puissant de la course aux armements, mais il fut à peine entamé quand la Première Guerre mondiale éclata, puis annulé en 1919. 15. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des suggestions de navires ou des commentaires, dites-le dans les commentaires ci-dessous. Ajoutez le tag Q et R à votre question si elle concerne le bassin de Radub.